Ferrari traverse une phase cruciale dans le développement de la Power Unit 2026 qui devra respecter les nouveaux règlements de la fédération. À Maranello, il y a beaucoup d'effervescence car Enrico Gualtieri est chargé de combler l'écart avec la Power Unit Mercedes qui est aujourd'hui considérée comme la référence pour le développement du nouveau moteur pour l'année prochaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir en détail le travail de Ferrari pour 2026. Nous devons aussi parler des déclarations de Hamilton et Nico Rosberg. Allons également examiner Montezemolo qui s'est plaint d'une attitude spécifique de Ferrari. Et enfin, nous devons discuter de Red Bull et de la sanction des signes. Avant de commencer, je vous conseille de mettre un j'aime pour soutenir, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des vidéos sur la F1 et Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. Selon les rumeurs, le moteur de Mercedes serait déjà la référence et c'est un V6 capable de parfaitement équilibrer les deux pôles du règlement, à savoir 50% de la puissance thermique et 50% de celle électrique. Ferrari, en revanche, suit une voie beaucoup plus extrême en se concentrant sur des matériaux innovants et une philosophie de conception qui privilégie l'efficacité et l'emballage. La nouveauté la plus spectaculaire concerne la culasse du moteur V6 turbo de Ferrari qui est réalisée par le biais de la fabrication additive, ce qui correspond à la technologie DMLS. Il ne s'agit pas d'une simple impression 3D, mais bien d'une technologie avancée qui fusionne des poudres métalliques avec un laser de haute puissance. Le résultat est que vous avez des composants avec des géométries complexes et la possibilité de combiner différents matériaux comme l'aluminium, le cuivre et les céramiques. En théorie, ce choix permet de pousser les pressions dans la chambre de combustion à des niveaux jamais vus, avec des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées. En pratique, le risque est que la fiabilité devienne un talon d'Achille, et ici, selon moi, ce sera la véritable inconnue. La Ferrari ne peut pas se permettre un moteur rapide mais fragile, parce que les règlements limitent les composants disponibles et la saison doit être divisée en 4 unités de puissance. Le véritable avantage de cette philosophie est lié au châssis. Avec une culasse capable de mieux gérer la chaleur, Ferrari pourrait utiliser des radiateurs plus petits, libérant ainsi de l'espace pour une carrosserie beaucoup plus effilée. C'est exactement la tendance que nous voyons sur la McLaren MCL 39 qui, avec le moteur Mercedes, a déjà poussé à l'extrême la fermeture des flancs. Pour Ferrari, cela signifierait gagner en efficacité aérodynamique et réduire la résistance. Une arme essentielle puisque en 2026, les monoplaces devront avoir un poids de 768 kg, soit 722 kg plus le pilote et environ 46 kg de pneus, avec les unités de puissance fixées à 150 kg, soit 30 kg de plus qu'à l'heure actuelle. Le problème est que pour atteindre le minimum réglementaire, il sera nécessaire d'économiser 60 kg ailleurs, un objectif presque irréalisable. Tout n'est pas entièrement rose à Maranello. Le départ de Wolf Zimmermann et Lars Smith vers Audi a laissé un vide significatif dans le département des moteurs. Ce sont des hommes dotés d'une grande expérience, capables de proposer des solutions innovantes. Zimmermann avait même expérimenté une culasse en acier, qui a ensuite été abandonnée. Sur le plan aérodynamique, il y a eu un peu de désordre avec l'arrivée de Frank Sanchez. Diego Tondi, nommé cette année chef de l'aérodynamique, reste à la tête avec un contrat sécurisé et une augmentation, signe que Ferrari souhaite la continuité en cette période délicate. Le président John Elkann a réaffirmé que 2026 doit être l'année du titre mondial des pilotes. Un objectif énorme car le changement réglementaire réinitialisera les valeurs et les marges d'erreur seront minimes. Après 3 saisons sans résultats concrets, l'équipe de Fred Vasseur est appelée à démontrer sa capacité à récolter les fruits d'un travail qui jusqu'à présent n'a apporté que des promesses. Mon sentiment est que Ferrari essaie de suivre le chemin le plus difficile, mais peut-être aussi le seul qui puisse lui donner un avantage réel. Mercedes part sur des bases solides et fiables. Elle l'a déjà prouvé dans cette ère réglementaire, avec le meilleur moteur sur la grille, car c'est aussi celui qu'utilise McLaren et qui permet d'avoir des radiateurs plus petits. Bien sûr avec quelques problèmes de fiabilité, mais des choses marginales. Red Bull travaille sur l'efficacité et Audi entrera avec des ressources infinies. Si à Maranello ils ne prennent pas de risques maintenant, ils ne le feront jamais. Le défi sera entièrement fondé sur l'équilibre. Une innovation particulièrement extrême des matériaux, certes, mais sans pour autant sacrifier la fiabilité. Si Ferrari réussit véritablement à combiner ces deux éléments, la 678 pourrait bien être la voiture qui ramène le cheval cabré en tête. Et beaucoup se demanderont comment Mercedes peut être en avance sur tous dans le développement des moteurs. D'abord, ils sont l'équipe qui a le moins compté sur un éventuel changement de réglementation pour l'année prochaine. En effet, Red Bull mais aussi Ferrari ont beaucoup insisté pour un changement réglementaire de dernière minute, afin de mettre en avant les moteurs 70-30, 80-20 en faveur de la partie thermique. Mercedes était contente du règlement pour 2026, avec une répartition 50-50 de la puissance entre moteurs thermiques et électriques. Cela montre qu'ils étaient déjà en avance sur le développement du moteur. Leur moteur V6 pour 2026 est considéré comme le meilleur en termes de répartition entre les deux parties. Honda et Ferrari sont perçus comme des inconnus, tandis que Red Bull est actuellement en bas du classement des moteurs.
Et il y a aussi l'aspect sportif, car avec l'arrivée de Lewis Hamilton, on peut faire un retour en arrière jusqu'en 2014. En effet, Hamilton, dans cette ère réglementaire, est arrivé chez Mercedes un an plus tôt, en 2013, où Sébastien Vettel chez Red Bull a remporté le titre et dès l'année suivante, Mercedes a construit un cycle réglementaire gagnant. Nous nous souvenons tous de la bataille entre Hamilton et Rosberg et des 6 titres remportés par Lewis Hamilton. Eh bien, Lewis espère faire la même chose ici chez Ferrari. Il est arrivé cette année, une année très turbulente de fin d'ère réglementaire, il ne se retrouve pas avec la voiture, mais il espère qu'en 2026, Ferrari pourra ouvrir un cycle gagnant. En effet, la première année de Lewis Hamilton chez Ferrari ne se déroule pas comme beaucoup l'avaient espéré. Les supporters espéraient un impact immédiat, mais la réalité est différente. La SF25 s'est avérée être une voiture particulièrement complexe, et même un septuple champion du monde éprouve des difficultés à trouver la clé adéquate. Après avoir terminé à la 6e place à Monza, Hamilton ne se laisse pas abattre, et a même, pour la première fois, reconnu avoir saisi quelle est la véritable limite qui le retient. Cette voiture n'est pas faite pour moi, le Britannique l'a expliqué clairement. Après 11 ans chez Mercedes, il était habitué à une monoplace taillée sur mesure pour son style de conduite. Chaque détail, chaque réglage et chaque développement était conçu pour mettre en valeur ses caractéristiques. Chez Ferrari, la situation est différente et il a déclaré « J'ai conduit cette voiture toute la saison, mais par le passé, j'étais dans un projet développé pour moi. Aujourd'hui, je dois ajuster mon style et ce n'est pas naturel. C'est comme conduire quelque chose de toujours étranger. Une mission exigeante qui explique bien des difficultés. Ce n'est pas tant la vitesse qui manque que la confiance immédiate. Hamilton, cependant, ne veut pas abandonner. Au contraire, il a souligné que dans le rythme de course, les progrès sont réels. Pendant les GP, je deviens de plus en plus rapide et je débloque des sensations que je n'ai pas au début du week-end. En course, je gagne en confiance mais il me manque encore la naturalité que j'avais par le passé. Le problème, c'est qu'en Formule 1, les qualifications pèsent énormément. Si tu ne ressens pas immédiatement le feeling, tu pars en arrière et tu es ensuite obligé de rattraper. C'est exactement ce qui arrive à Hamilton cette année. Lewis pense déjà à l'avenir. J'espère que l'an prochain, le style de conduite ne me paraîtra pas étranger. Je veux retrouver une situation où la voiture est naturelle pour moi. L'année 2026 sera le véritable banc d'essai. Avec les nouveaux règlements et la nouvelle unité de puissance, Ferrari cherche à renverser les hiérarchies. Hamilton a signé avec Maranello justement pour cela, convaincu de pouvoir reproduire ce qu'il a vécu en 2014 avec Mercedes. Personnellement, je pense que Hamilton traverse une phase inévitable. Après une carrière entière avec Mercedes, il est tout à fait normal que la transition vers Ferrari nécessite un temps d'adaptation prolongé. Le souci est que la Formule 1 actuelle ne pardonne pas. Si tu n'es pas compétitif dès le départ, la pression monte, les médias attaquent et tu risques de compromettre la confiance mutuelle. Ce qui me frappe particulièrement, c'est son honnêteté remarquable. Admettre publiquement que la Ferrari ne lui convient pas parfaitement est un signe de conscience aiguë, mais cela reste néanmoins un signal d'alarme pour l'équipe s'ils ne parviennent pas à construire autour de lui une voiture plus adaptée d'ici l'année 2026, risquant ainsi de gâcher le gros coup de marché qui a enflammé le paddock il y a un an. Pour l'instant, Hamilton tient bon, mais le véritable défi sera de comprendre si Ferrari parviendra à transformer ce sentiment d'étrangeté en une voiture qui lui appartienne enfin, avec laquelle il pourra vraiment se battre pour le titre mondial. Selon Nicolas Rosberg, l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari est un énorme coup sur le marché, comparable à celui de Michael Schumacher lorsqu'il est arrivé chez Ferrari en 1996. Mais derrière ce choix, il n'y a pas seulement de la passion et de l'argent, il y a une raison plus subtile, presque secrète, liée à l'équipe, aux pilotes et aux sponsors. Tout le monde sait que piloter pour le cheval cabré est le rêve de chaque pilote. Même Max Verstappen l'a reconnu, qu'un jour il n'est pas impossible de courir sous les couleurs rouges. Cependant, Rosberg a ajouté un détail intéressant. Ferrari gère ses pilotes de manière distincte lorsqu'il s'agit de sponsors. Aujourd'hui, les équipes ont choisi des partenaires commerciaux, et les pilotes doivent consacrer du temps à des événements, des séances photos et des voyages promotionnels. Rosberg raconte que chez Mercedes, on leur demandait jusqu'à 60-80 jours par an uniquement pour des engagements hors piste. Il a déclaré que pour nous, les pilotes, ce n'est pas désagréable car nous sommes très bien payés, mais c'est épuisant. Souvent, on aimerait juste aller au Nürburgring et conduire une GT3 comme l'a fait Max ce week-end, et ne pas passer des heures à serrer des mains et à prendre des photos. Et c'est là que Ferrari entre en jeu. Selon Rosberg et Maranello, les sponsors ont un poids différent. La marque Ferrari est si forte qu'elle n'a pas besoin de presser ses pilotes avec des dizaines d'événements promotionnels. À l'époque de Vettel, dit Rosberg, les engagements supplémentaires étaient réduits à une dizaine de jours par an. Pour un champion comme Hamilton, qui se trouve dans les dernières années de sa carrière, cette tranquillité fait la différence. Moins de voyages, moins d'événements, plus de temps pour la piste et la préparation. En gros, Ferrari offre non seulement du prestige et un salaire, mais aussi une meilleure qualité de vie comparée à d'autres grandes équipes.
À mon avis, Rosberg a vu juste. Pour Hamilton, à l'approche de ses 40 ans, le temps est précieux. Après avoir tout gagné avec Mercedes, Lewis n'avait pas seulement besoin d'un autre défi technique, mais d'un environnement où il pourrait se sentir au centre du projet sans être épuisé par des engagements secondaires. Ferrari lui garantit deux choses, le charme éternel du cheval cabré et la possibilité de se concentrer sur son objectif final, la carrière avec le 8e titre mondial. Bien sûr, la voiture devra être à la hauteur, mais sur le plan humain et médiatique, Maranello lui offre ce que Mercedes ne pouvait plus lui donner, la liberté, le prestige et moins de pression extérieure. En pratique, Hamilton a choisi Ferrari non seulement pour devenir une légende, mais pour vivre la phase finale de sa carrière selon ses propres conditions. Et Vasoro a fait une déclaration publique très importante, qui en fait appelle une reddition pour Ferrari. Effectivement, la Scuderia se résigne à occuper la 2e position du championnat des constructeurs. Après 16 courses sans victoire, avec des triomphes répartis entre McLaren, Red Bull et Mercedes, l'équipe décide de modifier sa stratégie. À Maranello, on ne parle plus de victoire, mais d'un objectif beaucoup plus concret, finir 2e au championnat des constructeurs. En somme, l'objectif est de sauver la face à la fin de la saison. Beaucoup s'attendaient à un changement radical cette saison avec le pull road à l'avant et la modification de la suspension pull road à l'arrière, modifiée en Belgique. L'objectif était de stabiliser l'arrière avec un moindre degré d'affaissement, améliorant ainsi la gestion de la hauteur de caisse. Le problème a été partiellement résolu, la fenêtre de réglage s'est légèrement élargie, mais il reste deux défauts chroniques, la hauteur de caisse difficile à gérer et une forte tendance au sous-virage, ce qui aggrave également la gestion des pneus. Et Fred Vasseur change d'approche et a été clair dans ses déclarations. Les déclarations sont celles d'abandonner l'idée d'une possible victoire pour se consacrer à lutter pour conquérir la 2e place au championnat des constructeurs, qui est un objectif concret à Maranello. Nous avons déjà analysé les déclarations de Montezemolo vendredi, mais il a également ajouté quelque chose de très lourd sur Ferrari. En effet, l'ancien président, qui a remporté de nombreux titres avec la Scuderia, y compris le dernier titre pilote en 2007 avec Kimi Raikkonen et le titre constructeur en 2008, a fait des déclarations lourdes sur l'écurie Ferrari. Il a réussi à apporter à Maranello 19 titres mondiaux, soit plus de la moitié des titres totaux de l'écurie. Pourtant, aujourd'hui, paradoxalement, son nom semble presque disparu du musée Ferrari de Maranello, il n'y a même plus une seule de ses photos. Montezemolo a déclaré que la jalousie du passé est une mauvaise chose et a ajouté que de nombreux fans lui demandent comment il est possible qu'après 19 titres remportés, il n'y ait même pas une seule de ses photos à Maranello, comme si le passé pouvait être effacé. Et c'est une accusation forte qui montre à quel point les relations avec l'actuelle propriété Ferrari sont aujourd'hui compliquées. En bref, Montezemolo a été le protagoniste de deux phases cruciales de l'histoire de Ferrari. Dans les années 70 avec Enzo Ferrari et Niki Lauda, puis dans les années 90 et 2000 quand il a rebâti une équipe victorieuse avec Jean Todt, Ross Brown, Rory Byrne et Michael Schumacher. Le bilan est impressionnant. 5 titres pilotes consécutifs avec Schumacher de 2000 à 2004, un titre avec Kimi Raikkonen en 2007, 7 titres constructeurs en 10 ans et de nombreux autres succès dans les années 70, comme le titre mondial de Niki Lauda en 75. Au total, ce sont 19 championnats remportés sous la direction de Montezemolo, dont 9 ou 10 autres championnats perdus lors de la dernière course, où cependant Ferrari est au moins arrivé à la dernière course pour se battre pour le titre. Et ici, la question n'est pas seulement sportive, mais aussi politique. Montezemolo a été le symbole de la Ferrari victorieuse et moderne. Sans lui, Schumacher n'aurait pas eu la structure parfaite pour dominer, et il est absurde qu'un homme avec de tels chiffres soit aujourd'hui effacé de la mémoire officielle. Effacer le passé est une erreur énorme. Ferrari vit d'histoires, de mythes et d'hommes qui ont rendu le cheval cabré grand. Et pour cela, selon moi, Montezemolo mérite une place centrale dans le récit de Ferrari. Sans reconnaître ce cycle exceptionnel et unique, il sera dur de bâtir un avenir vraiment gagnant, car on pourrait ignorer les leçons les plus significatives du passé. Et maintenant, examinons attentivement deux questions cruciales. Premièrement, Red Bull, puis la pénalité de Sainz. Commençons par analyser en détail Red Bull et le travail de Laurent Mechier à Milton Keynes. En 2024, Red Bull était sorti diminué de Monza, avec Verstappen seulement 6e. Un an plus tard, Max a remporté la victoire avec autorité, signe que la RB21 a retrouvé de la compétitivité, du moins sur les circuits à faible appui. Le problème est de comprendre dans quelle mesure cette performance est reproductible. À Monza, la dégradation des pneus était presque nulle, un facteur qui a joué en faveur de Red Bull. L'écart avec Yuki Tsunoda reste énorme et cela rend difficile d'évaluer réellement le potentiel de la voiture. Jusqu'à présent, la RB21 a brillé dans certains contextes, à Jeddah avec la pole de Verstappen et la 2e place de Tero Piastri, à Montréal avec la lutte serrée avec Russell pour la victoire, nous nous souvenons aussi de la pole de Max au Japon, à Spa avec la victoire avec un réglage ultra léger et à Imola avec un triomphe net, suivi cependant
cependant d'une baisse de performance. Bakou représentera sans aucun doute un test plus authentique pour Red Bull ce week-end. Contrairement à Monza, la surface de l'asphalte n'est pas idéale et les hauteurs de caisse ne peuvent pas être poussées à l'extrême. Et en plus de cela, c'est un circuit hybride avec de longues lignes droites, mais aussi un secteur technique étroit dans la vieille ville. Ici, Verstappen n'a jamais eu un bon rapport. En 2021, il a perdu la victoire à cause d'une défaillance de pneus. Et à de nombreuses reprises, il a rencontré des difficultés, alors qu'à l'inverse, Pérez a montré une grande force ici à Bakou. Si Red Bull parvient également à se battre pour le podium ou même pour la victoire à Bakou, cela signifiera que Laurent Mechier a fourni une orientation claire pour Red Bull et pour son avenir. Rappelons-nous que Laurent Mechier est un ancien de Ferrari. Selon moi, la victoire à Monza a été un signal fort, mais cela ne suffit pas. Donc attendons à Bakou pour vérifier que Red Bull a retrouvé sa compétitivité. Aussi parce qu'il faudra évaluer Red Bull avec les bordures plus hautes. Parviendra-t-elle à avoir une bonne garde au sol et à être rapide même avec les bordures à prendre à Bakou ? C'est une question cruciale. En plus de cela, il semble que Mechier soit l'homme idéal au bon endroit actuellement. La relation avec les ingénieurs et les pilotes est top. Comme je l'ai dit, même Helmut Marko avait besoin d'une personne capable de parler le langage des techniciens. Horner était un manager, mais il n'avait pas de formation en ingénierie. Et dans cette phase critique, un profil comme Maki était indispensable. Il sera intéressant de voir si Maki réussira à donner une bonne direction également pour l'avenir de Red Bull en vue de 2026, avec l'objectif de ne pas perdre Verstappen qui pourrait changer d'équipe. Dernière chose, nous devons parler de la pénalité de Sainz à Zandvoort et de l'appel qui a eu lieu en septembre. Quel a été le résultat et comment cette situation sera-t-elle abordée à l'avenir ? Le collège des commissaires de Zandvoort, en revoyant les nouvelles images fournies par Williams, a établi que Sainz n'était pas en faute. L'incident avait été déclenché par une perte de contrôle momentanée de la Racing Bulls de Lawson. Donc, le résultat est que les 2 points de permis ont été rendus à Sainz. Cependant, la pénalité de course a été confirmée car les 10 secondes ont déjà été déduites et il n'est pas possible de réécrire le classement a posteriori. En pratique, c'est une victoire à moitié pour Sainz qui reste 13e et hors des points malgré la nouvelle évaluation. Williams a ensuite commenté ainsi la décision. Nous avons été reconnaissants envers les commissaires d'avoir réexaminé le cas et d'avoir reconnu que Carlos n'était pas en faute. Il est frustrant que notre course ait été compromise, mais nous continuerons à travailler avec la FIA pour améliorer les processus et le règlement. Le problème principal de cet épisode réside dans le fait que la FIA a créé un précédent. Si un pilote est pénalisé de façon injuste et que la révision l'innocente, le résultat sportif reste modifié. En somme, selon moi, Williams a bien fait d'insister car la révision a montré que les commissaires s'étaient trompés. Mais attention, le règlement est une faille énorme. Si la révision arrive mais qu'on ne peut pas changer le résultat en course, alors le système ne garantit pas la justice sportive. Et le précédent est important car à partir d'aujourd'hui, les équipes auront plus de courage à faire appel. Il est nécessaire que la FIA clarifie une fois pour toutes comment gérer ces cas. Parce que sinon, même si l'erreur est reconnue, la moquerie persiste. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer sur la Formule 1 et Ferrari. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.